Merci, Monsieur Mohamed Ali Aboudi. C'était le panel des CEO sur les stratégies de transformation des entreprises. Voilà, la 8e édition du forum DSI se poursuit. Le thème, c'est Transform to Survive. Tout de suite, nous allons passer à une autre intervention. Elle porte sur la double transformation pour survivre, digitale et RSE. Et pour cet exposé, qui était un exposé, nous allons appeler M. Dafer Saïdan. M. Dafer Saïdan est une référence. Il est docteur en économie de Paris-Sorbonne. Il est full professor of Schema de la Business School. Il est directeur du MSc Sustainable Finance and FinTech et responsable de la coordination globale du MSc Corporate Financial Management. Il est là pour vous parler de la double transformation pour survivre. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît, j'annonce sur ce podium Monsieur Dafer Saïdan. Je vous remercie. Merci. Merci, madame. Merci. Merci. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, chers amis, donc ce n'est pas une leçon, je suis professeur, mais je ne vais pas vous donner de leçon. Je vais plutôt partager avec vous quelques tendances, quelques idées et rebondir en fait sur ce que nous avons entendu depuis hier et ce matin en particulier à l'instant. Donc participer au fond à cette réflexion sur les tendances qui se dégagent lorsqu'on parle de DSI. Je remercie également les organisateurs d'avoir ouvert la porte de ce club de DSI à, je dirais, à des académiques qui sont aussi un peu rêveurs et qui essayent de réaliser, de pas seulement rester chercheurs, mais aussi trouveurs. Et je vais essayer de partager avec vous cette expérience. Je serai bref. Je vous promets que j'ajusterai la variable. Je vais être très précis et bref. Et donc, je ne prendrai pas plus de, je vais dire, à peu près une vingtaine de minutes. Bien. On va parler de double transformation pour survivre. Survivre, en fait, dans mon esprit, c'est pas quelque chose de négatif, en fait. Moi, je vois cette transformation comme étant, au fond, la base même de la création de valeur. Cette transformation, qui peut paraître un peu une menace, en fait, on va voir, c'est une source de création de valeur au pluriel, et pas seulement de la valeur financière, parce qu'on va parler d'extra-financier également. Et donc, pour ce petit voyage très rapide, on va parler de transformation, bien sûr, digitale, mais aussi de transformation sociétale. La responsabilité sociétale des entreprises. Vous pouvez me dire, oui, mais c'est loin de nos préoccupations, nous sommes des ingénieurs, des data scientists. Absolument pas. C'est le cœur même du débat aujourd'hui et de cette transformation. Les organisations qui survivent sont celles, en fait, qui ont réussi, bien sûr, leur transformation digitale aujourd'hui, en ce début du XXIe siècle, pour des raisons de sécurité, de cybersécurité, pour des questions aussi de, et le mot est central, de gestion de data, de la data. On en a parlé ce matin, c'est quelque chose de fondamental, ce qui se passe aujourd'hui, l'importance de la data. Pour cela, je voudrais juste illustrer mes propos par ces petites citations qui montrent que nos organisations, entreprises, banques, sont drivées par la data. Et ce sont des citations un peu amusantes. « In God we trust. All others must bring data. »
Euh, voilà, on a besoin d'une métrique, on a besoin de mesures aujourd'hui. On n'est plus dans une gestion molle, je dirais comme au XXe siècle. Et toujours avec le souci de créer de la valeur, bien entendu. L'autre citation que je trouve très intéressante de Lord Kelvin, When you can measure what you are speaking about and express it in numbers, you know something about it. When you cannot express it in numbers, your knowledge is of a major and unsatisfactory kind. Donc on est dans la mollesse. Ce qui signifie que la data va être le centre même de notre présentation. Je vais vous raconter donc deux petites histoires et puis vous proposer une piste. Le panel qui vient de s'achever a évoqué beaucoup la question de la banque. J'aimerais illustrer cette question centrale de la data à travers justement le fonctionnement d'une banque. Quand on pose la question au commun des mortels, aux gens, aux élèves, qu'est-ce qu'une banque? Tout de suite, ils pensent, ah voilà, c'est une institution qui finance, qui collecte de l'épargne, etc. J'ai envie de dire non. C'est pas ça une banque. Une banque, c'est un centre d'intelligence économique. C'est une Intelligence Central Agency. C'est le service de renseignement le plus performant, avec les assurances bien entendu, le plus performant. Pourquoi? Parce que quand on regarde ce qui se passe, on s'aperçoit que ce soit du côté de l'actif ou du passif, on est face à des problématiques d'asymétrie d'information. Moi, mes clients qui déposent de l'argent, je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont venir retirer cet argent. Donc, je suis face à un risque fondamental de retrait inopiné de dépôt, qui conditionne l'offre de crédit, qui elle-même, cette offre, est soumise au risque de défaut qu'on connaît bien. L'autre risque, c'est la transformation d'échéance. Je collecte court pour prêter long. Pourquoi? C'est ma raison d'être, c'est faire une marge. Donc, la première chose, je crois, qu'on doit garder en mémoire, c'est que certaines organisations, comme les banques, comme les assurances, sont basées, leur métier, leur cœur d'activité est basé sur l'asymétrie d'information. Le mot information est central. Si on n'est pas capable de gérer ce jeu très délicat, on est sur le fil du rasoir. Très honnêtement, un CEO, je ne sais pas comment ils arrivent à dormir et être tranquilles, quoi, parce qu'on est quotidiennement et à chaque instant, alors à cela évidemment se rajoutent les problèmes de sécurité qu'on connaît, de cybersécurité, etc. Donc, si je rajoute à cela un autre problème, comment identifier le bon client du côté de l'actif? Il me faut du scoring. Le scoring, c'est quoi? C'est de la collecte de data sur l'ensemble de la clientèle, particuliers, entreprises. Et cette collecte, elle se fait de manière très très précise. Elle se fait à travers une activité, celle qu'on appelle dans les pays anglo-saxons, malheureusement dans un pays francophone, ça n'existe pas, ce qu'on appelle les credit bureaus. Credit bureaus, c'est une industrie de gestion et de collecte de la data. Ce sont des entreprises privées dont l'activité est de collecter de la data et de la vendre à ceux qui en ont besoin, c'est-à-dire aux institutions financières au sens large. Donc l'industrie financière, et c'est ça, je crois, le fond du problème, est ancrée complètement dans la gestion de la data. Elle ne peut réussir que si on est capable de gérer correctement cette data. Évidemment, vous imaginez derrière l'outillage nécessaire pour capter cette data financière, mais aussi extra-financière, on va en parler.
Ce que l'on voit ici, c'est en fait ce qui peut nous arriver. C'est-à-dire si on est dans toutes choses égales par ailleurs. Ce qui présente ici, c'est toutes les fonctions qu'on connaît de la banque, les fonctions classiques. On peut les transformer en technologie. Elles peuvent être, ces fonctions, exécutées par des outils technologiques, par des blockchains, sans aucun problème. Là, on a les principales lignes d'activité, hein, les principales lignes d'activité d'une institution financière. Hein, la banque de détail, la banque de gros et les fonctions transverses. Eh bien, si on regarde les fonctions de la banque, les fonctions classiques, gestion des moyens de paiement, on peut tout à fait, je dirais, exécuter de manière sans doute plus efficace d'ailleurs, en utilisant de la cybermonnaie. On peut transformer énormément de lignes de métier et d'activités classiques en activités gérées par des robots allocators, par exemple, dans le cas de la gestion des allocations d'actifs, par des tokens, par des smart contracts, etc. Donc la blockchain, et tout à l'heure ça a été rappelé, ce n'est pas simplement une idée qu'on répète comme ça à longueur de réunion. C'est quelque chose qui est possible, c'est quelque chose qui peut toucher le cœur du réacteur. Là, j'ai pris l'exemple des banques. Et ces blockchains, permettez-moi de vous le dire, peuvent faire de manière plus efficace et sans doute, notamment sur la question du scoring, mieux l'activité que le commun des mortels. Et c'est là où il y a une question de fond que je me pose et que je pense que vous posez. Sommes-nous, et je n'ai pas la réponse, hein, sommes-nous capables aujourd'hui de remplacer un tiers de confiance, le tiers de confiance institutionnel, par un tiers de confiance numérique, qui sans doute sera plus efficace. En tout cas, moins soumis à des erreurs. Vous voyez ? Donc il y a une question presque philosophique qui se pose derrière. Une question d'éthique. Ce que je peux vous dire, un peu sous forme de boutade, c'est que si on veut gérer le problème de l'inflation auquel on est confronté aujourd'hui, la blockchain saura trouver la solution beaucoup mieux que le gouverneur de la Banque centrale. Je vous le dis entre nous. Vous voyez ? Donc, mais là, il y a un problème. Il y a un véritable problème. Et je pense que le curseur doit être placé quelque part. Personnellement, je ne sais pas où. Alors, la question qui nous préoccupe, évidemment, c'est quelle est votre place, vous, DSI ? Quelle est votre place par rapport à l'exécutif ? Ce que je peux vous dire, c'est que on peut voir cette question de diverses façons. On peut dire qu'il y a une évolution normale qui est en train de se passer. On peut dire qu'il y a aussi un coup d'État, sans doute, à mener. Pourquoi ? Parce que le monde a changé. C'est une réalité. Le monde a changé et les mots qu'il y a ici ne sont pas neutres. On est dans un nouveau monde, complètement déréglementé, digitalisé, avec des enjeux climatiques incroyables. Il n'y a pas un jour où il n'y a pas un spot, je dirais, télé ou radio où on ne parle pas de réchauffement climatique. Et donc, il y a des préoccupations de développement durable. Donc, les DSI ne peuvent pas, vous ne pouvez pas rester dans votre, je dirais, dans votre confort habituel. Je pense
vous allez devoir sortir, et vous êtes en train de sortir, peut-être vous le sentez, un peu de la situation qu'on connaît depuis le XXe siècle. Alors, hier, le DSI, et ça m'a été confirmé par des DSI justement de banques européennes, c'était des fonctions support, uniquement fonctions support. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que leur champ d'action est en train de s'élargir. Le champ d'action est en train de s'élargir et aujourd'hui, il est important que le DSI ne se cantonne pas simplement à cette fonction support et qu'il, au fond, rejoigne le COMEX. Alors, j'ai été très heureux de savoir que Madame Bouaziz fait partie du COMEX, et je pense que vous le confirmez, Madame. Voilà. Donc ça, je crois que c'est une très belle initiative qui montre que les choses sont en train de bouger, mais sans doute que les choses ne bougent pas dans toutes les institutions de la même façon, bancaires et non bancaires. En tout état de cause, il y a une histoire qui est en train de s'écrire en termes de durabilité, en termes de traçabilité, en termes de recherche de plus de transparence. Et donc, il est évident que le DSI d'hier va devoir, et sans doute est en train, et vous me le confirmerez éventuellement, est en train d'évoluer vers des fonctions toujours support, mais couplées avec des fonctions liées à l'exécutif. Aujourd'hui, un DG de banque qui n'est pas data scientist, pour dire les choses de manière plus brutale, je pense, risque d'être en quelque sorte un peu isolé. De même, un DG de banque qui ne comprend pas, enfin, en tout cas, n'est pas juriste, risque d'être aussi quelque part décalé. Tout à l'heure, il y a une question qui a été posée, c'est par la salle, la réglementation. Comment arriver à mettre en place une réglementation optimale face à cette vitesse d'innovation? C'est une véritable question. Et ça pose la question, le régulateur connaît-il l'objet même du texte qu'il doit légiférer? Est-ce qu'il connaît la technologie de la blockchain? Est-ce qu'il a des notions je dirais, d'informatique? Est-ce qu'il est data scientist? Et c'est là véritablement que se pose, et on peut être effrayé aussi, par rapport à l'efficacité de la réglementation. Bon, c'est un autre thème, mais c'est une question fondamentale. Le régulateur ne doit pas être simplement le pompier qui arrive après coup, hein, le pompier qui va éteindre le feu. Il doit être aussi omniscient quelque part, le régulateur, anticiper également les effets de cette réglementation. Et donc pour cela, il doit connaître l'objet et le champ dans lequel il exerce ses compétences de régulateur. Alors, la deuxième histoire donc, que j'aimerais vous conter rapidement est celle de l'ESG et de la RSE. L'ESG et la RSE, aujourd'hui, vous le savez bien, n'est plus un luxe. C'est une nécessité pour nos pays. Les bailleurs de fonds exigent ce deuxième permis de conduire. Pourquoi deuxième? Parce qu'il y a un premier permis de conduire, je parle des banques, qui est toute la réglementation financière bâloise, la conformité par rapport aux fonds propres en particulier. Aujourd'hui, les bailleurs de fonds exigent, ce qu'on appelle les banques correspondantes, exigent, et moi je le vis au quotidien avec le club des dirigeants de banques et établissements de crédit d'Afrique, exigent une conformité RSE. Donc cette conformité est une garantie de bonne gestion pour les bailleurs de fonds. Aujourd'hui, toutes les organisations, y compris Pauline,
sont en train d'évoluer, banques et non-banques, vers justement l'intégration de l'extra-financier, vers des rapports RSE. La loi tunisienne l'exige, la loi 2018. En d'autres termes, ce que font ces organisations, c'est, et ça c'est tout à fait normal, je dirais aujourd'hui, c'est qu'on ne peut plus continuer à fonctionner, à fabriquer comme on le faisait au XXe siècle. Au XXe siècle, on avait des usines, si je puis dire, des organisations qui fonctionnaient selon le mode de fonctionnement classique, c'est-à-dire on produit avec 2 facteurs de production, du capital, du travail, et puis le reste, on s'en fiche. On est irresponsable. Irresponsable. D'où la notion de responsabilité sociétale des entreprises. Donc cette irresponsabilité ne peut plus durer. C'est comme si on conduisait un véhicule d'une très grande marque, mais sans tableau de bord, sans indicateur de vitesse. Ce n'est pas possible. C'est ça l'idée, en fait, de cette transformation, deuxième transformation, qui est la transformation RSE, on va dire. Et donc, ce qu'on essaye de faire, c'est de plugger 2 autres variables qui permettent de donner plus de visibilité sur la vraie vitesse de ces véhicules. Donc, la variable H, l'humain, et N, la nature. Et derrière cela, qu'est-ce qu'on comprend? On comprend qu'il n'y a pas que les actionnaires qui sont le cœur de l'organisation. Il y a aussi les autres parties prenantes. Et les autres parties prenantes jouent un rôle fondamental. Et là, je vais jouer un tout petit peu mon rôle de professeur, juste vous rappeler un peu ce qui s'est passé et comment cette idée a germé. Elle est partie en fait d'une théorie, celle d'Edward Freeman, donc qui date de 84, et qui nous a justement, l'un des premiers, à parler de l'approche par stakeholders, l'approche par partie prenante. Et donc, qu'est-ce qu'il dit? Il dit une entreprise, qu'elle soit banque ou non-banque, là on a pris l'exemple des banques, il n'y a plus cette relation unique, vous voyez, qui lie l'actionnaire à la banque. Ça, c'est avant. Aujourd'hui, on doit tenir compte de l'intérêt, de la satisfaction ressentie par le client, la satisfaction ressentie par le régulateur, qui passe par le respect de tout un système, par exemple, respect de la législation, respect des taxes, la société civile, c'est-à-dire tout ce qui est ONG, associations, etc. Une entreprise, elle vit avec son environnement, y compris avec les associations, etc. Les employés, bien entendu, est-ce qu'ils sont bien traités, salaire, comment dire, et puis tout le reste, évidemment. Les managers, bien entendu, et puis les actionnaires. L'idée, c'est de ne négliger personne. On ne va pas faire une révolution, on va faire une évolution qui permet tout simplement de tenir compte à part égale. Tous valent pareil, je veux dire, on ne va pas donner une pondération, et tenir compte de l'utilité de chaque partie prenante. Parce que les vraies valeurs de l'entreprise, elles viennent lorsque, justement, on tient compte de la satisfaction de toutes ces parties prenantes. Et donc la vraie performance, elle vient de la satisfaction, la vraie performance financière, actionnariale, et extra-financière. Ces deux performances constituent cette performance globale qui est la vraie performance d'une organisation, qui mesure la vraie vitesse. Vous voyez bien ce que je veux dire derrière cela. C'est que, évidemment, c'est l'objet de nos recherches. On a essayé de creuser, mais on a buté sur une info, sur l'information, sur la qualité de l'information, sur la data. Comment extraire de la data sur les clients, sur les régulateurs, etc. Et là, c'est quoi? Il faut travailler avec des algorithmes, avec des data scientists, donc on a élargi l'équipe. On n'est plus resté seulement entre financiers, on a demandé à des ingénieurs. Il faut venir nous aider pour capter cette info là où elle se trouve, cette info extra-financière, pour établir cette vraie mesure d'impact
à cette vraie mesure d'impact de l'organisation sur l'ensemble des parties prenantes. Et donc, pour établir ce nouvel indicateur de performance qui n'est pas simplement centré sur l'actionnaire et le return on equity. Voyez, mais c'est aussi sur la... Et là, évidemment, on est dans le cœur même de ce qu'on appelle la responsabilité sociétale, responsabilité des parties prenantes, de l'entreprise. Ce que je veux dire par là, c'est que la RSE, ce n'est pas de la palabre. La RSE, ce n'est pas du blabla. La RSE, c'est de la métrique. Et la métrique, il faut des data scientists. On a besoin des DSI pour cela. On a besoin des DSI pour faire remonter justement cette info extra-financière. Et si on veut vraiment faire avancer nos pays africains vers cette RSE, s'il vous plaît, prenons le bon chemin, le chemin le plus rapide. Arrêtons de faire de la palabre. Je veux dire, RSE, ISR, je ne sais pas quoi, développement durable. Ça y est, c'est fini. Il faut passer à la métrique, à la mesure. Et pour cela, on a besoin de vous. On a besoin des DSI. On a besoin de l'information pertinente, de l'information extra-FI. Vous voyez ? Et je vous parle en tant que chercheur, très humblement. Il y a énormément de choses que j'ignore dans votre travail. Je ne suis pas DSI. Mais je pense que vous pouvez apporter énormément. Parce que vous avez une mine d'or que vous pouvez mobiliser. Et c'est une façon de vous dire, à travers cette deuxième petite histoire, que votre rôle est en train de se transformer. Et ça justifie votre présence au sein des COMEX. Vous n'êtes plus seulement support, vous êtes exécutif aussi, puisque vous allez aider à définir la stratégie de l'entreprise. Et je vais vous dire, votre histoire, si je puis dire, ne va pas s'arrêter là, parce que, à mon avis, vous voyez, là, quand on parle de RSE, on commence évidemment par le rapport Brundtland 87 qui définit le développement durable, blablabla. Bon, et puis après, les années 90-2000, toujours blablabla, on définit les concepts RSE, ISR, finance durable. Bon, au demeurant, on a participé à ce blabla, hein, parce que j'ai publié un ouvrage qui s'intitule la finance durable en 2011. En 2011, c'est-à-dire à l'époque où on définissait encore les concepts. Bon. Aujourd'hui, il faut passer à la métrique. C'est fini. Il faut passer à la métrique. À la métrique, en fait, et donc on a besoin d'établir des scores à partir de ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. On a besoin, en fait, de data, on a besoin aussi de structures adaptées, des fintechs, qui permettent de se greffer sur nos institutions financières pour accompagner les entreprises vers cette transformation RSE. Et donc, pour véritablement mesurer l'impact, hein, et pour faire du reporting intégré digne de ce nom. Ben oui, hein, à côté des rapports financiers, avoir des rapports extra-financiers. Et ce qui nous attend, évidemment, vous voyez, 2030, c'est l'autre étape, la prochaine étape qui permettra de faire le switch véritablement, c'est la comptabilité durable, hein, Sustainable Auditing. Et là, pareil, on va avoir besoin de vous. On va avoir besoin de votre contribution pour justement aller transformer le cœur du réacteur. Ça fait à peu près une quinzaine d'années hein, qu'on réfléchit sur ces questions-là. On a produit pas mal de travaux là-dessus. Et je salue la présence de Madame Ben Abdallah, qui a été mon étudiante, je ne sais pas où elle est d'ailleurs, qui a été ma doctorante et qui maintenant est professeure à Sfax, et qui est avec moi, je veux dire, voilà, d'autres membres de l'équipe, on a essayé de publier, de faire reconnaître ces travaux par nos pairs, ce que je suis en train de vous raconter là, pour essayer aussi d'établir après un contact avec vous. Voyez, essayer d'interagir pour voir comment implémenter de nouvelles méthodologies. Et ça passe en fait, tout simplement, et je m'arrêterai là, ça passe par, bien sûr, notre participation au débat public. Par exemple, nous avons lancé une initiative, l'Observatoire international de la finance durable,
un think tank, Schema Publica, qui pousse aussi un peu ces idées pour essayer de les expliquer au niveau public. Deuxièmement, deuxième type d'action, parce qu'il ne s'agit pas simplement, je vous ai dit, je suis chercheur, mais j'essaie aussi d'être trouveur. Et donc, l'idée, c'est l'éducation. Hein. Là, bon, on a lancé à Schema donc un nouveau MSI, un MSI Sustainable Finance FinTech, qui évidemment, alors là, on s'est aperçu qu'il y a un manque colossal, énorme, de spécialistes de transformation à RSE. On parle de RSE, mais il n'y a pas... Alors, couplé au digital, parce que l'un ne va pas sans l'autre, comme j'ai essayé de vous l'expliquer. Je veux dire, on a besoin de data si on veut vraiment la vraie transition écologique et climatique. Et puis ensuite, notre participation, c'est la métrique. Et donc, on a essayé de mettre en place, avec mon équipe, un indice de mesure d'impact, un Sustainable Performance Index, qui s'appuie tout simplement sur l'idée, l'intuition, telle que j'ai exprimée à partir des travaux de Freeman, c'est-à-dire les parties prenantes. Le SPI, c'est un score qui tient compte de la satisfaction de l'ensemble des parties prenantes. Voyez, et qui mesure par conséquent l'évolution d'une organisation en matière de développement durable. Et donc le développement durable devient mesurable. Ce n'est pas un simple label, c'est plus qu'un label. Voyez, alors, je ne vais pas m'éterniser davantage, je vous dis simplement, et je vais passer peut-être très rapidement à l'intérêt de la méthodologie. Voilà, c'est le SPI. Donc c'est un indice, comme je vous l'ai dit, très rapidement. On essaie d'intégrer toutes les dimensions de la durabilité. On essaie de tenir compte de la performance, j'allais dire, de la satisfaction de toutes les parties prenantes. Et pourquoi ce SPI? Pour aider les entreprises, les corporates, banques ou non-banques, à améliorer leur action RSE, qu'elles soient mesurables, à mesurer leurs risques environnementaux et sociaux, à identifier les forces et les faiblesses de leurs performances financières, à améliorer leurs relations avec les parties prenantes. Et si je peux me permettre, entre parenthèses, c'est une super opportunité pour implémenter la vraie démocratie. Ben oui, la démocratie, on peut rentrer par le Parlement, mais on peut rentrer par l'entreprise. Mettre en place un processus de reporting intégré, améliorer la qualité des informations diffusées et enfin construire un vrai rapport RSE digne de ce nom, qui ne soit pas simplement du greenwashing et du blablabla. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je voulais vous présenter. Merci de votre attention et je suis à votre disposition, bien entendu. Merci.